Le chapitre d'aujourd'hui s'intitule les pointeurs et voilà le plan. Donc il y a l'introduction, définition, les pointeurs en C, les pointeurs et les tableaux et puis la dernière section sur l'allocation dynamique de la mémoire. Alors pour la définition d'un pointeur, donc un pointeur c'est une variable spéciale qui contient l'adresse d'une autre variable. D'accord? Par exemple si voilà une figure, j'ai une variable P qui est de type pointeur. D'accord, et qui va contenir l'adresse d'une autre variable A. Ça marche? Donc si par exemple la variable A est de type float, donc ce pointeur là doit être déclaré de type float. Donc le pointeur suit toujours le type de la variable sur laquelle il va pointer. Donc après la définition d'un pointeur, je vais vous montrer comment on peut déclarer un pointeur au langage C. En fait, vous avez déjà vu les pointeurs en S1. C'est juste un petit rappel pour le début et après nous allons voir des choses nouvelles. D'accord? Alors pour déclarer un pointeur, il faut d'abord mettre le type qui peut être un float, un char, un entier, un double, etc. Puis vous devez mettre le symbole astérisque et puis le nom du pointeur. D'accord? Donc par exemple, si on fait int étoile p, cela veut dire que p c'est une variable de type pointeur. Alors pointeur parce qu'elle est précédée par astérisque. D'accord? Et puis le type de ce pointeur c'est un entier. Donc p c'est un pointeur, il y a un astérisque, c'est un pointeur sur un entier. Ça veut dire quoi que? Ça veut dire que p c'est une variable qui va contenir l'adresse d'une variable de type int. Ça marche, donc P c'est un pointeur. La valeur qu'il va contenir à l'intérieur, c'est-à-dire la valeur de ce pointeur, c'est l'adresse d'une variable entière. D'accord? Alors maintenant à la déclaration d'un pointeur. Donc ce qu'on a fait ici, c'est uniquement la déclaration d'un pointeur P. Alors à la déclaration d'un pointeur P, il ne pointe a priori sur aucune variable précise. Et on dit que P est un pointeur non initialisé. C'est-à-dire on a fait uniquement la déclaration, mais sa valeur est nulle et ne contient rien. C'est-à-dire la valeur, il n'est pas lié à une variable de type int. Alors, toute utilisation de P devrait être précédée par une initialisation. C'est-à-dire avant d'utiliser le pointeur P pour faire des traitements, il faut d'abord lui donner une valeur initiale. Ça marche? Donc là, il y a la déclaration, ensuite il y a l'initialisation du pointeur. Maintenant, nous allons parler de la valeur d'un pointeur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Ça marche? Donc, cette adresse-là est toujours de type int. Donc, les adresses mémoire sont toujours des valeurs de type int. Ça marche? Donc, je reprends. Les adresses mémoire sont toujours des entiers. Et du moment qu'un pointeur contient l'adresse mémoire d'une autre variable, donc sa valeur est toujours un entier. Même si vous mettez par exemple float étoile p, mais ce pointeur-là est de type float, mais sa valeur, c'est-à-dire le contenu de p, est un entier. Ça marche? Donc là, il faut faire la différence entre le type et la valeur. D'accord? Donc la valeur est toujours un entier, quel que soit le type de ce pointeur. Et cet entier-là peut être codé sur 32 bits ou bien 64 bits. En fait, comment on peut faire la différence? C'est en fonction de votre machine. Si vous avez un processeur 32, donc cet entier-là est codé sur 32 bits. Si vous avez une machine 64, un processeur 64, dans ce cas-là, cet entier-là est codé sur 64 bits. D'accord? Donc, la valeur de cet entier dépend, ou bien s'il est 32 ou bien 64 bits, cela dépend de votre processeur. Ça marche? Donc la valeur d'un pointeur est toujours un entier. Par contre, pour le type du pointeur, dépend du type de la variable vers laquelle il pointe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc si on souhaite créer un pointeur qui va contenir l'adresse d'un char, donc ce pointeur-là doit être de type char. Si on souhaite créer un pointeur qui va pointer sur un flottant, donc ce pointeur-là doit être de type float. Ainsi de suite. D'accord? Ça c'est le type. Mais pour la valeur, c'est toujours un entier qui peut être codé soit sur 32 ou bien soit 64 bits. D'accord? Donc là, je vais vous donner quelle est la valeur qu'on va mettre dans ce pointeur. Alors, pour un pointeur sur une variable de type char, donc comme vous le savez, donc un caractère est codé sur combien d'octets?
Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez m'écrire vos réponses? Un caractère est codé sur combien d'octets en langage C? 8 octets. Qui d'autre? واش 8 octets ou 8 bits? D'accord, oui, 8 bits. Qui d'autre? Est-ce que vous connaissez une autre réponse? D'accord, oui. Voilà, un octet, exactement. Donc, en langage C, un caractère est codé sur 8 bits, ou bien un seul octet. Par contre, par exemple, 8 bits, c'est uniquement pour le langage C. Par exemple, si vous prenez un autre langage de programmation, par exemple le langage Java, vous allez trouver qu'un caractère est codé sur 2 octets. D'accord? Donc, Dima, essayez de faire la liaison entre la taille d'un type et le langage sur lequel vous faites la programmation. Si vous faites la programmation en langage C, donc un caractère est codé sur un seul octet. Si vous travaillez sur un langage de programmation tel que la programmation orientée objet en Java, dans ce cas-là, un caractère est codé sur 2 octets. Ça marche? Donc là, si on revient, donc ici pour un pointeur sur une variable de type char, donc ce pointeur-là lui aussi est de type char, la valeur, c'est-à-dire la valeur de ce pointeur donne l'adresse de l'octet où cette variable est stockée. Donc on va chercher l'adresse mémoire de ce caractère et on va l'affecter au pointeur. Ça marche? Ensuite, il y a deuxième exemple pour un pointeur sur une variable de type short. Donc supposons que j'ai une variable de type short, donc un short en langage C est codé sur 2 octets. D'accord? Donc là j'ai 2 octets. Alors quelle est la valeur que je vais mettre dans le pointeur? Donc la valeur que je vais mettre dans le pointeur, c'est l'adresse du premier des 2 octets où la variable est stockée. Par exemple, le short est codé sur 2 octets. Donc j'ai 2 adresses mémoire, l'adresse du premier octet et l'adresse du deuxième. Donc là, pour ce pointeur-là, de type short, je vais mettre l'adresse du premier octet. Et de la même manière, avec un pointeur sur une variable de type float, donc un flottant en C est codé sur 4 octets. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans le pointeur P? Je vais mettre l'adresse du premier octet de cette variable. Donc, je vais vous donner d'abord un tableau et puis nous allons voir un exemple pour vous montrer comment on peut récupérer les adresses mémoire des différentes variables. Alors, voilà un tableau qui représente les types de variables en C. Voilà le type char, il est codé sur un octet, un short int sur 2 octets, un entier sur 4, un long int sur 4 ou bien 8 octets en fonction de votre processeur. Si vous avez 32 bits, donc un long int est codé sur 4. Si vous avez un processeur 64 bits, alors un long int est codé sur 8 octets. Voilà pour un pointeur sur un entier, il peut être codé sur 4 ou bien 8 octets. Il y a le flottant sur 4, le double sur 8 et le long double sur 12 ou bien 16 en fonction de votre processeur. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple dans lequel nous allons voir comment le pointeur peut récupérer les adresses mémoire des différentes variables. D'accord? Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, donc là, nous avons fait la déclaration d'un pointeur. P, c'est un pointeur, il y a l'astérisque, c'est un pointeur sur un entier. Et on a dit aussi qu'avant d'utiliser le pointeur, il faut l'initialiser. D'accord? Alors pour initialiser le pointeur, on le fait comme suit. On fait par exemple le pointeur P contient l'adresse mémoire d'une variable A qui est de type int. Donc la variable A et le P doivent être du même type. D'accord? Alors là, dans cet exemple, regardez ce qu'on a. On a la déclaration de 3 variables. On a la variable A et B de type int, et puis la variable P de type pointeur. Regardez ici l'astérisque. Donc P, c'est un pointeur sur un entier. D'accord? Donc là, nous allons voir comment on peut traiter ces 3 variables sur la mémoire et puis sur l'affectation des adresses mémoire. Donc regardez ici à droite.
vous avez ici la représentation des différentes variables sur la mémoire. Alors, j'ai deux variables A et B de type int. Donc, comme vous le savez, un entier est codé sur 4 octets. D'accord? Voilà le premier octet, c'est la première ligne. Deuxième ligne pour le deuxième octet. Troisième ligne pour le troisième octet. Et le quatrième pour le quatrième octet. Donc, le A, la variable A est codée sur 4 octets. La même chose pour le B. B aussi est codé sur 4. 1, 2, 3 et 4. Et pour le P, je vais dire par exemple le pointeur sur un entier. Donc je vais supposer j'ai un processeur 32 bits. Dans ce cas-là, donc le pointeur P est codé sur 4 octets lui aussi. Ça marche? Donc là, je vais supposer que les trois variables sont stockées l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire j'ai d'abord la variable A suivie immédiatement par B qui suivie immédiatement par le P. D'accord? Là aussi, regardez à gauche, je vais voir quelles sont les adresses mémoire de chacun de ces octets. Pour la variable A, elle est codée sur 4 octets. Voilà l'adresse du premier octet, c'est 0, 1, A, 0. Ensuite, il y a ici le 1, 2 et 3. Voilà, donc ces 4 octets représentent l'espace mémoire réservé à la variable A. Et la même chose pour le B, qui est codé à partir du 4, donc 4, 5, 6 et 7. 4 octets. Et la même chose pour le P, donc à partir du 8, 8, 9, donc il n'y a pas le 10 en hexadécimal, on passe directement à A, donc 7, 8, A, pardon, 8, 9, A et B. Voilà les 4 octets réservés à P. Ça marche? Donc là, je vais vous demander de faire cet exercice. Donc là, vous allez essayer d'exécuter l'ensemble de ces instructions et vous allez me donner quelle est la valeur finale de A, la valeur finale de B et la valeur finale de P. D'accord? Donc les instructions que vous allez exécuter sont les suivantes. A va recevoir 10, B va recevoir 50, P reçoit l'adresse de A, B reçoit étoile P, et étoile P reçoit 20, et finalement P reçoit l'adresse de B. D'accord? Donc là, je vais vous donner 3 minutes pour essayer de me donner quelles sont les valeurs des différentes variables A, B et P. Ça marche? Donc essayez s'il vous plaît de me trouver les réponses. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc au début, il y a le A reçoit 10, ce qui veut dire que ici dans le A, nous allons mettre la valeur 10. Ok? 10 ici. Ensuite, B reçoit 50. Donc B reçoit 50, ça veut dire que dans B, je vais mettre la valeur 50. Donc là, j'ai 10 et là, j'ai 50. Après, il y a le P reçoit l'adresse de A. Donc P reçoit l'adresse de la variable A. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit que le pointeur contient l'adresse du premier octet de la variable. Si par exemple la variable est de type float, donc je vais chercher l'adresse du premier octet. Si c'est un short, je vais chercher l'adresse du premier octet. Si c'est un char, je vais récupérer l'adresse du premier octet. D'accord? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc là pour le P, il va contenir l'adresse de A. Donc il suffit de prendre l'adresse du premier octet de A, c'est-à-dire 01A0. Donc dans une première étape, la valeur de P va être égale à 01A0. Ça marche? Donc là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'enregistrement de l'adresse du premier octet est suffisant pour récupérer la valeur de A? Parce que si P pointe sur A, ça veut dire que je peux accéder à la valeur de A à partir de P, n'est-ce pas? Donc là, quand je fais la sauvegarde, bien le contenu de P, je mets l'adresse du premier octet seulement. Alors à votre avis, est-ce que si je connais l'adresse du premier octet, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir accéder à toutes les informations de la variable A? Oui, quelle est votre réponse? Est-ce que c'est suffisant ou bien non? Alors si c'est suffisant, pourquoi? Comment?
Normalement, un entier A, par exemple, est codé sur 4 octets. Mais sur le pointeur, je ne stocke qu'un seul octet. Est-ce que cet octet-là est suffisant pour accéder à toutes les informations de A, ou bien il manque d'informations? Voilà, donc ça c'est la bonne réponse. Donc une de vos collègues a dit que si je connais l'adresse du premier octet et je connais le type, donc ça serait facile pour moi pour deviner le reste des informations. Regardez ici. Donc là, je connais l'adresse du premier octet et je connais que la variable A est de type int, donc elle est codée sur 4 octets. Donc si je connais l'adresse du premier, il m'est facile de trouver les adresses des autres octets. Ça c'est 0, 1, 2 et 3. Donc là, je peux atteindre tous les octets de la variable A. D'accord? Donc l'enregistrement de l'adresse du premier octet est suffisant pour atteindre la variable A. Parce que si je connais son type, donc je peux facilement deviner quelles sont les adresses des autres octets de cette variable. Est-ce que l'idée est claire? D'accord. Donc si je connais le type de la variable et je connais l'adresse de son premier octet, c'est suffisant. Parce que je connais le début et je connais la longueur. Et je pourrai par la suite savoir les autres informations de cette variable. Voilà, donc ici, donc l'adresse ou bien la valeur de P, c'est quoi? C'est l'adresse du premier octet, c'est-à-dire 0, 1, A, 0. C'est la valeur que je vais mettre ici. Alors ensuite, je vais mettre B reçoit étoile P. B reçoit étoile P. Donc là, je vais vous donner une démonstration. Ok, regardez ici. Donc nous avons déjà dit que P est égal à l'adresse de A. Voilà, P égale à l'adresse de A. Et là, on nous donne B reçoit étoile P. B reçoit étoile P. Donc là, nous allons essayer de faire ensemble certaines équivalences. Donc là, il y a le étoile. On peut remplacer le P par son équivalent. Donc l'équivalent de P, c'est quoi? C'est l'adresse de A. D'accord? Donc là, on a étoile, on a adresse et on a le A. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, j'ai le B qui est égal à étoile P. Je vais essayer de remplacer le P par son équivalent. Son équivalent, c'est quoi? C'est adresse de A. Je l'ai obtenu d'ici. Et finalement, je vais avoir B égale à étoile adresse de A. D'accord? Donc, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, lorsque vous voyez que vous avez étoile et adresse, donc vous pouvez les annuler. Donc là, on peut les barrer. Donc si vous avez étoile et adresse l'un à côté de l'autre, dans ce cas-là, l'une annule l'autre. Et de cette manière, je vais avoir à la fin B reçoit A. Alors je reprends. Ici, vous avez P qui est égal à l'adresse de A. C'est la même instruction. Ensuite, vous avez B reçoit étoile P. B reçoit étoile P. Donc pour savoir quelle est la valeur que je vais mettre dans B, ce que je vais faire, c'est remplacer chacune des variables par son équivalent. Alors voilà le étoile et voilà le P qui est égal à l'adresse de A. Donc étoile, adresse et de A. Et puis du moment que j'ai étoile et adresse l'un à côté de l'autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les annuler parce que l'une annule l'autre. Je ne peux pas avoir adresse et étoile en même temps. Donc là, si j'ai les deux, je vais les éliminer. Et finalement, je vais avoir A tout court. Donc cette instruction-là, B reçoit étoile P, est équivalente à B reçoit A. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? D'accord. C'est très bien. Donc l'idée, ce que vous devez retenir, si vous avez des pointeurs comme celui-là, essayez de remplacer le pointeur par son équivalent. Si vous trouvez que vous avez étoile et adresse l'un à côté de l'autre, donc il est facile, vous allez enlever les deux et vous allez garder uniquement la variable qui se trouve à côté. D'accord? Donc là, B reçoit A.
Donc, quelle est la valeur de B? Donc, la valeur de B va être égale à combien? À 10, exactement. Voilà. Donc, la valeur de B va être égale à 10, parce que le A est égal à 10. Ensuite, donc là, on a 10, et là, on a 10, et là, on a l'adresse du premier octet, ça veut dire 01A0. Alors, poursuivons avec l'instruction suivante, il y a étoile P qui est égale à 20. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, étoile P est égale à combien? Est égale à A. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme si on a fait A égale 20. Ça veut dire que A va recevoir la valeur 20. Et dans ce cas-là, ici, ce que nous allons mettre, c'est la valeur 20. Donc ici, nous allons avoir 20, ici 10, et là, c'est l'adresse du premier octet de A. Ça marche? Alors maintenant, nous allons poursuivre avec la dernière instruction. Il y a le P qui est égal à l'adresse de B. Donc P reçoit l'adresse de B, c'est-à-dire que P va recevoir l'adresse du premier octet de B, c'est-à-dire 0, 1, A, 4. Parce que ça, c'est l'adresse du premier octet de la variable P. D'accord? Donc là, si on souhaite récapituler ou bien vous montrer le résultat final, donc là, vous avez dans le A, vous avez la valeur 20, dans le B, vous avez la valeur 10, et dans le P, vous avez l'adresse du premier octet de la variable P, c'est-à-dire 0, 1, A, 4. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que l'exemple est clair? Voilà, vous avez des questions. Donc, il faut bien retenir ce que je vous ai montré, c'est que la gymnastique entre les noms des variables simples et les variables de type pointeur, il faut les maîtriser. Parce que par la suite, nous allons voir dans quelques exemples comment passer d'une variable simple à une variable de type pointeur. D'accord? Donc, nous allons poursuivre avec l'arithmétique sur les pointeurs, c'est-à-dire nous allons voir comment on peut réaliser des opérations arithmétiques en utilisant des pointeurs. Donc regardez, la première opération qu'on va voir, c'est ajouter un entier à un pointeur. Donc j'ai un pointeur et je vais lui ajouter un entier, plus i, qui est égal à 3, 5, etc. Ou bien l'opération de soustraction, c'est-à-dire soustraire un entier d'un pointeur. Par exemple, p moins i. C'est-à-dire je vais soustraire la variable i, qui est de type int, d'un pointeur p. Et la troisième opération, c'est soustraire un pointeur d'un autre pointeur, mais les deux pointeurs doivent être du même type. D'accord? Je vais faire par exemple p moins p'. Donc là, je vais soustraire un pointeur d'un autre pointeur. Voilà un exemple. Donc nous allons voir l'arithmétique sur les pointeurs avec un exemple. Supposons que j'ai deux variables entières i et j. Ce sont deux entiers. Et un pointeur sur un élément de type t. Donc P, c'est un pointeur quelconque qui est un type qui peut être un entier, flottant, char, etc. Donc un pointeur de type T, T quelconque. D'accord? Donc là, j'ai un pointeur de type T et j'ai deux entiers I et J. D'accord? Donc après, je vais faire quoi? Je vais faire P' égale à P plus I. Ou bien P' égale à P moins I. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un entier i à un pointeur p. Et j'ai obtenu quoi? Un pointeur p'. De la même manière, j'ai fait ici un pointeur p moins un entier et j'ai obtenu un pointeur p'. D'accord? Donc, lorsque j'ajoute un entier à un pointeur, ou bien je fais la soustraction d'un entier, je soustrais un entier d'un pointeur, j'obtiens un nouveau pointeur p' qui a le même type que le pointeur p, qui est lui aussi de type t. Donc il a qu'un p de type t, par exemple float, donc p' lui aussi de type float. Si p est de type int, p' lui aussi de type int. Si p est de type char, donc p' est de type char. D'accord? Donc lorsqu'on ajoute un entier à un pointeur ou bien on soustrait un entier d'un pointeur,
on obtient un deuxième pointeur qui a le type, ou bien le même type que P. D'accord? Donc là, on a parlé du type du pointeur P. P', pardon. Maintenant, nous allons voir quelle est la valeur de P'. Donc le type de P', c'est le type de P. Et pour la valeur de P' est égale à la valeur de P incrémentée ou bien décrémentée en fonction si on fait plus ou bien moins. Donc la valeur de P', c'est la valeur de P incrémentée si on fait plus de la valeur suivante, incrémentée par I multiplié par size of T. Donc size of T, c'est la taille du type. Par exemple, si T est un char, size of char, c'est un octet. Si T est un entier, donc size of int, c'est 4. Si T est un short, donc size of T est égal à 2. Donc en fonction du type, donc au lieu de mettre la taille exacte, on va utiliser la fonction sizeOf qui va nous retourner la taille en octets du type de variable T. D'accord? Donc là, j'ai un pointeur P de type quelconque T, et puis j'ai deux entiers I et J. D'accord? Et puis je vais ajouter un entier à ce pointeur. Si j'ajoute un entier à ce pointeur ou bien je fais la soustraction d'un entier de ce pointeur, je vais avoir un deuxième pointeur P' qui a le type de P. Donc il n'y a qu'un P, un entier, P' c'est un entier. Si P est un short, P' est un short. Donc P' suit toujours le type de P. D'accord, ça c'est pour le type. Maintenant pour la valeur, donc la valeur de P' est égale à la valeur de P. Je vais prendre la valeur de P et je vais l'incrémenter si je fais un plus ici, et je vais la décrémenter si je fais un moins. De combien je vais faire l'incrémentation ou bien la décrémentation? De la valeur suivante, de la valeur de I multipliée par la taille du type de P. D'accord? Donc voilà un exemple ici. Donc supposons que j'ai un entier I initialisé à 5 et puis deux pointeurs sur des entiers P1 et P2 initialisés à nul, c'est-à-dire ils ne pointent sur rien. Après je vais mettre P1 est égal à l'adresse de I plus 2. Voilà, P1 c'est un pointeur qui contient un pointeur, parce que l'adresse de I c'est un pointeur, plus un entier I qui est égal à 2. Ensuite, il y a P2 qui est égal à P1, c'est un pointeur, moins I qui est égal à 2. D'accord? Ensuite, je vais déclarer une deuxième variable entière J dans laquelle je vais mettre P1 moins P2. Donc la question que je vais vous demander de faire, bien l'exercice que vous allez faire, c'est donner la valeur de P1, P2 et J. Voilà, ici j'ai les valeurs I, P1, P2 et J. Voilà leur adresse mémoire et voilà leur valeur. Pour la valeur de I, elle est égale à 5, comme on l'a eu ici. Maintenant, ce que vous allez chercher, c'est la valeur de P1. Donc, essayez de traduire cette instruction-là. Quelle est la valeur? Vous allez appliquer la règle. Et puis, cherchez aussi la valeur de P2, ici, qui est égale à P1 moins 2. Là aussi, vous allez appliquer la règle. Et finalement, pour la valeur de J, vous allez mettre P1 moins P2. D'accord? Donc, essayez, s'il vous plaît, de me trouver les valeurs de P1, P2 et J. Voilà, alors quelles sont les valeurs de P1? Oui, c'est bien. Et la valeur de J est égale à combien? En fait, vous avez écrit égal à 8. Donc, nous allons voir ensemble, ok? Nous allons corriger ensemble. Sinon, c'est très bien, vous avez fait du bon travail. Alors, regardez ici. Donc, P1 est égal à l'adresse de I plus 2. D'accord? Donc, je vais prendre l'adresse de I. Voilà, j'ai ici 4 0. Je vais lui ajouter 2. Donc, comme on a dit, la valeur de P' est égale à la valeur de P, incrémentée ou bien décrémentée, de I fois size of T. Donc, size of T, du moment que j'ai ici des variables de type int, et la taille d'un entier est égale à 4 octets.
Donc ce que je vais faire, c'est prendre la valeur de i et la multiplier par la taille d'un entier, c'est-à-dire 4. Donc je vais avoir 2 multiplié par 4, ce qui donne 8. D'accord? Donc là, pour la valeur de P1, elle est égale à cette valeur, et là je vais mettre le 8. D'accord? Ici, c'est égal à ça. Ok? C'est 8 à la fin. D'accord? Ensuite, pour P1, pour P2, pardon, qu'est-ce que je vais faire? Donc pour P1, il suffit de faire le remplacement. Donc ici, donc P2 est égal P1, si je remplace P1 par son équivalent, donc c'est ça, CTRL C, voilà, et puis moins 2. Voilà, donc P2 est égal à l'adresse de I, plus 2, moins 2. Donc plus 2, moins 2, donc je peux les enlever. Donc je vais avoir P2 est égal à l'adresse de I. Ça marche? Donc pour P2, elle va contenir cette adresse-là, cette valeur. D'accord? Donc pour la valeur de P1, elle se termine par 8, et la valeur de P2 se termine par 0. Ça marche jusqu'à maintenant? Alors maintenant, je vais vous parler de la dernière instruction. Les valeurs, donc voilà la valeur de P1, de P1, CTRL C, la valeur de P1, moins la valeur de P2, ceci donne, oui, mais quelle est l'unité? En fait, si on fait la différence entre deux adresses mémoire, ça va nous donner 8 octets. Alors là, du moment qu'on va mettre cette valeur dans une variable de type int, donc nous devons faire la division de ce nombre d'octets par 4 pour avoir une valeur de type int. Donc là, ça va donner 8 divisé par 4 et ça va donner la valeur 2. Donc je vais reprendre. Donc vous êtes tous d'accord que la valeur de P1 est égale à l'adresse de I plus 8, c'est-à-dire cette valeur-là. D'accord? Pour P2, elle est égale à l'adresse de I, c'est-à-dire cette valeur-là. Maintenant, lorsqu'on fait la différence entre P1 et P2, donc la valeur de P1, la voilà, se termine par 8. La valeur de P2 se termine par 0. Si on fait la différence entre les deux adresses, on va obtenir 8 octets. D'accord? Mais là, la représentation, c'est 8 octets, c'est pas un entier. Alors, on sait tous qu'un entier est codé sur 4 octets. Donc là, pour obtenir un entier, nous allons faire la division de 8 par 4. Et là, nous allons obtenir la valeur 2, qui représente un entier. L'idée ici, c'est qu'il faut toujours faire la différence. Lorsque vous traitez les octets, les adresses mémoire, donc là, vous obtenez une différence qui est égale au nombre d'octets. D'accord? Et si vous voulez mettre la valeur dans une variable de type int, il faut absolument convertir le nombre d'octets vers un entier. Et pour faire la conversion, il faut diviser par le nombre d'octets que va contenir un entier, c'est-à-dire 4. Et là, finalement, on va obtenir 2. D'accord? Donc, regardez ici. Voilà le résultat. Donc là, pour la valeur, la voilà, se termine par 8. Et voilà la valeur de P2 qui est égale à l'adresse de I. Et finalement, la valeur de J est égale à 2. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer pour voir les opérations élémentaires qu'on peut appliquer sur les pointeurs. Supposons qu'on a un entier, regardez ici sur l'exemple, supposons que j'ai un entier x initialisé à 1, et puis y, et un pointeur p sur un entier. Donc j'ai deux entiers x et y, x est initialisé à 1, et le pointeur p qui est de type int. Alors là, on a fait uniquement la déclaration de p. D'accord? Maintenant, nous allons faire l'initialisation du pointeur p à l'adresse de x. Avec l'instruction suivante, p reçoit l'adresse de x. D'accord? Alors là, après avoir écrit cette instruction, on peut avoir les équivalences suivantes. On peut écrire
y égale à x plus p, x plus 1, pardon, cette écriture-là est équivalente à y égale à étoile p plus 1. Parce que x est équivalente à étoile p. D'accord? Donc là, après avoir écrit p égale l'adresse de x, donc on peut mettre pour enlever l'adresse ici, on va mettre ici étoile. D'accord? On enlève l'adresse ici, on va ajouter étoile là. Donc là, je peux vous écrire une chose. Alors, ici, j'ai P qui est égal à l'adresse de X. Donc, si je précède les deux par un étoile, donc je vais mettre étoile ici, égale, étoile, adresse de X. D'accord? Et bien sûr, là, ici, je peux avoir étoile P égale, donc du moment que j'ai étoile et adresse, donc je peux les annuler tous les deux. D'accord? Donc je vais les éliminer et je vais avoir finalement quoi? Je vais avoir le x. Donc voilà les équivalences. Donc là où j'ai x, je peux mettre étoile p. Les deux écritures sont équivalentes. D'accord? Donc là, y est égal à x plus 1. Cette écriture-là est équivalente à y égale à étoile p plus 1. J'ai remplacé le x par étoile p. Ensuite, il y a x plus égal à 2. Je peux la remplacer par étoile p plus égal à 2. Encore, je peux faire plus plus x qui est équivalente à plus plus étoile x. Pardon, étoile p. Et puis x plus plus qui est équivalente à étoile p, le tout entre parenthèses plus plus. Donc là, j'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre cette première écriture et la deuxième écriture? Plus plus x et x plus plus. Plus x veut dire quoi? Est-ce que vous l'avez déjà vu en S1? Oui, alors c'est quoi? Lorsqu'on fait plus plus d'abord, ça veut dire quoi? D'accord, il y a une réponse, on fait l'incrémentation d'abord, puis l'affectation, oui. En fait, c'est ça. En fait, le principe, c'est, voilà, c'est l'ordre de l'affectation et puis l'incrémentation. Donc, Hadi, regardez, celle-là s'appelle une pré-incrémentation. Lorsqu'on fait plus plus avant, ça veut dire que c'est une pré-incrémentation. On fait l'incrémentation d'abord de x, après on fait l'affectation. D'accord? Et là, il y a une post-incrémentation. Donc elle est pré ou elle est post. Alors dans la post-incrémentation, on fait d'abord l'affectation et après l'incrémentation. L'incrémentation se fait à la fin. Donc c'est pour cette raison, ici, lorsqu'on fait une pré-incrémentation, on peut mettre plus, plus, étoile P. Parce qu'on fait d'abord, ici, on accède à la valeur pointée par P et on va l'incrémenter. Par contre, ici, lorsqu'on fait x plus plus, c'est une post-incrémentation. Donc d'abord, il faut accéder à la valeur de P, et puis, ou bien pointer par P, et puis l'incrémenter. D'accord? Donc là, je vais peut-être vous écrire un exemple. Supposons que x est égal à 2. D'accord? Supposons que x est égal à 2. Donc si je fais x plus plus, ou bien si je fais étoile p plus plus, et si je fais étoile p plus plus, je vais voir la différence. Alors supposons que j'ai une variable x qui est initialisée à la valeur 2.
Alors, maintenant, je vais mettre étoile P entre parenthèses plus plus. Cela veut dire quoi? Si je mets les parenthèses, ça veut dire que je vais accéder d'abord à la valeur pointée par P qui est le X, c'est-à-dire je vais accéder à la valeur 2 et je vais l'incrémenter. Finalement, je vais avoir quoi? Je vais avoir la valeur 3. D'accord? Lorsque je mets les parenthèses, ça veut dire que je vais accéder d'abord à la valeur pointée par P. C'est quoi? Quelle est cette valeur? C'est X, c'est-à-dire je vais accéder à 2 et je vais l'incrémenter par 1 et je vais avoir finalement la valeur 3. Sinon, par exemple, si je fais étoile P++, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord incrémenter le pointeur et après, je vais accéder à la valeur pointée par ce pointeur-là. Par exemple, supposons ici que j'ai un tableau qui contient les valeurs 0, 3, 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Donc là, lorsqu'on fait étoile P++, ça veut dire que le pointeur va accéder à la position, à la valeur 3. C'est-à-dire il va être incrémenté. Tout à l'heure, P, il pointe ici. Maintenant, P va pointer sur la valeur prochaine, c'est-à-dire sur le 3. OK? Et je vais ensuite accéder à sa valeur. Là, j'ai utilisé des valeurs contiguës. Par exemple, je peux mettre ici le 6 si j'ai un tableau de valeurs différentes. Donc, je vais P pointe sur le 2 au début. Je vais l'incrémenter, c'est-à-dire je vais pointer sur le 6 et je vais accéder à cette valeur. C'est-à-dire là, ça va donner la valeur 6. Donc, c'est différent. Le fait de mettre les parenthèses et ne pas les mettre, cela pose problème, en particulier dans la post-incrémentation. Donc, lorsque vous utilisez une post-incrémentation avec les pointeurs, il faut absolument mettre les parenthèses. D'accord? Donc, je reprends ici. J'ai X, par exemple, j'ai un tableau, par exemple, qui contient les valeurs 2, 6, 4, 5, etc. Si je fais une post-incrémentation et je mets les parenthèses, cela veut dire que je vais accéder à la valeur pointée par P, c'est le X, c'est la première valeur, et je vais l'incrémenter et elle va devenir égale à 3. Sinon, si j'enlève les parenthèses, cela veut dire que je vais d'abord incrémenter le pointeur, je vais passer à la deuxième position, et je vais récupérer sa valeur et ça va donner la valeur 6. Donc, dit, je reste à ma place, je récupère la valeur et puis je l'incrémente. Là, je fais l'incrémentation du pointeur et puis je récupère la valeur. D'accord? Donc, c'est ça l'explication de la pré-incrémentation et la post-incrémentation. Alors, est-ce que c'est clair? D'accord, c'est très bien. Donc, bien sûr, je vous invite, pour mieux comprendre cet exemple, de faire une exécution sur vos machines. Essayez par exemple de faire une pré-incrémentation, post-incrémentation, ajouter les parenthèses, enlever les parenthèses. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe au niveau du compilateur. Alors, maintenant, nous allons passer pour voir les tableaux à une dimension et à deux dimensions. Donc, supposons que nous avons un tableau T qui a n entier. Voilà, int t de n. Et puis, je vais déclarer un pointeur P. Bien sûr, lui aussi de type int, parce que je vais faire la liaison entre le tableau et le pointeur. Et du moment que mon tableau contient des entiers, donc le pointeur lui aussi doit être de type int. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, j'ai déclaré un tableau T de n entier et un pointeur P qui va contenir l'adresse d'un entier. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de faire la liaison entre le pointeur et le tableau T. Donc pour faire la liaison, je peux utiliser l'une de ces deux instructions. Je peux faire P reçoit T ou bien P reçoit l'adresse de T de 0. Cela veut dire quoi? Que le pointeur P va contenir l'adresse de la première case du tableau T. Donc je peux soit écrire P reçoit l'adresse de T de 0 ou bien tout simplement, pour réduire le nombre d'instructions, je peux écrire P reçoit T. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut créer une liaison entre le tableau T et le pointeur P en
initialisons le pointeur à l'adresse de la première case du tableau avec cette instruction ou bien avec celle-là. D'accord? Alors ici, voilà, donc lorsqu'on fait l'initialisation du pointeur avec le tableau, voilà, on a un ensemble d'équivalences. Donc P, bien sûr, il pointe sur T de 0. Il contient l'adresse mémoire de T de 0. Si on précède le P par un étoile, donc là on parle de la valeur. C'est-à-dire que P contient la valeur de T de 0 et la valeur de P de 0. Ça marche? Si on fait P plus 1, cela veut dire qu'on va pointer sur l'adresse mémoire de la case T de 1. Et si on précède P plus 1 par un étoile, dans ce cas-là, on va accéder à la valeur, c'est-à-dire le contenu de T de 1 et P de 1. Et pour généraliser, lorsqu'on fait P plus I, cela veut dire qu'on va pointer sur la position T de I, d'accord? Et lorsqu'on précède P plus I par un étoile, cela veut dire qu'on va accéder à la valeur de T de I et P de I. D'accord? Et bien sûr, la valeur de I est comprise entre 0 et n-1. C'est les valeurs que peut prendre le tableau T. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner une équivalence que vous devez retenir. Donc là, si on veut accéder aux différentes valeurs d'un tableau, on a les équivalences suivantes. On peut faire étoile, entre parenthèses, P plus I, pour accéder à la valeur qui se trouve dans la ième position du tableau. Ceci est équivalent aussi à P de I et équivalent aussi à T de I. C'est-à-dire que si on souhaite accéder aux différentes valeurs du tableau, on peut utiliser l'une des écritures suivantes. Donc celle-là, ça vous la connaissez, T de I. Mais lorsqu'on utilise les pointeurs, vous pouvez utiliser soit P de I ou bien P plus I, le tout précédé par un étoile. D'accord? Donc s'il vous plaît, essayez d'apprendre cette équivalence. Alors ça, c'est pour accéder aux valeurs. Maintenant, si on souhaite accéder aux adresses mémoire des différentes positions du tableau, il suffit de précéder le tout par adresse. Donc là, on va mettre l'adresse de T de I qui est égale à l'adresse de P de I et qui est égale à P plus I. Donc là, si on fait l'adresse et l'étoile, donc l'une annule l'autre et finalement, nous allons obtenir P plus I. D'accord? Donc s'il vous plaît, essayez de retenir ces deux équivalences. Donc pour accéder aux valeurs, vous mettez étoile entre parenthèses P plus I, ou bien P de I, ou bien T de I. Et avec les adresses mémoire, vous allez mettre P plus I, ou bien l'adresse de P de I, ou bien l'adresse de T de I. D'accord? Donc s'il vous plaît. Parce que vous allez faire une gymnastique. Des fois, vous allez utiliser le tableau T, des fois, vous allez utiliser le pointeur P. Donc, vous devez les apprendre pour faciliter les traitements des éléments du tableau. D'accord? Donc là, je vais vous montrer comment on peut faire les traitements avec les tableaux. C'est-à-dire, nous allons voir deux procédures qui permettent de lire et d'afficher les éléments d'un tableau de réel, c'est-à-dire des flottants, en utilisant un pointeur et l'indice I. D'accord? Donc voilà les prototypes des procédures. J'ai ici lecture qui contient deux paramètres en entrée et le tableau T de type float. Et il y a aussi le nombre d'éléments que j'ai dans le tableau. Et la même chose pour la procédure de l'affichage. Ici à gauche, j'ai la procédure de lecture que vous connaissez tous. Donc j'ai ici la boucle for de I allant de 0 jusqu'à n-1 et plus. Je vais demander à l'utilisateur de me donner une valeur et je vais la mettre ou bien la stocker dans l'adresse de T de I. D'accord? Ça c'est pour la lecture. Maintenant pour faire l'affichage, je vais toujours utiliser la boucle for de I et je vais faire l'affichage avec T de I. D'accord? Maintenant, si on souhaite utiliser les pointeurs, donc pour utiliser les pointeurs dans les procédures de lecture et d'affichage, il faut d'abord dans la lecture ou bien dans l'affichage, il faut d'abord déclarer le pointeur. Voilà, float, étoile, pt. Donc je vais faire la déclaration. Donc ce pointeur là est de type float, pourquoi? Parce que mon tableau contient des variables de type float. Donc le pointeur suit toujours le type du tableau. D'accord? Ensuite, donc là j'ai fait la déclaration. Ensuite, je vais faire l'initialisation du pointeur
à l'adresse de la première case du tableau. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour initialiser un pointeur à la première case, à l'adresse de la première case du tableau, on peut soit écrire pt reçoit l'adresse de t de 0, ou bien tout simplement, on peut écrire pt reçoit t. Les deux écritures sont équivalentes. D'accord? Ensuite, je vais utiliser la boucle for de i et je vais demander une valeur. Et là, dans scanf, je peux soit écrire pt plus i ou bien l'adresse de pt de i. Donc là, ces équivalences, je les ai obtenues à partir d'ici. Donc là, si j'ai l'adresse de t de i, je peux la remplacer par l'adresse de p de i ou bien par p plus i. Donc c'est pour cette raison que je vous ai demandé de retenir ces équivalences. Donc ça c'est pour accéder à l'adresse et là c'est pour accéder aux valeurs. Donc là je veux pour accéder aux adresses mémoire, je vais mettre pt plus i ou bien l'adresse de pt de i. Ensuite pour l'affichage, donc si je souhaite écrire la procédure d'affichage avec les pointeurs, comme tout à l'heure, je dois déclarer le pointeur pt de type float, je dois l'initialiser à l'adresse de la première case du tableau et après dans l'affichage je vais mettre étoile entre parenthèses pt plus i ou bien pt de i. Donc ça là aussi ces équivalences je les ai obtenues à partir d'ici. Donc t de i est équivalente à p de i qui est équivalente à étoile entre parenthèses p plus i. D'accord? Donc s'il vous plaît essayez de retenir ces équivalences. Ça va vous faciliter la tâche lorsque vous travaillez avec les tableaux et les pointeurs. Donc je vais vous montrer une deuxième écriture des deux procédures de lecture et d'affichage, mais cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser l'indice i. D'accord? Nous allons enlever l'indice i, nous allons utiliser uniquement les pointeurs. Donc voilà à gauche la version que nous avons vue tout à l'heure. Voilà lecture PTI, j'ai les déclarations du pointeur, l'initialisation, la boucle, puis demander la valeur et puis la lire avec pt plus i ou bien l'adresse de pt de i. Et pour l'affichage, la déclaration, l'initialisation, la boucle et puis l'affichage des valeurs des différentes cases du tableau. Maintenant, si je souhaite enlever l'indice i, il y a une façon de le faire, c'est que je peux utiliser le pointeur tout simplement. Et dans ce cas-là, donc là je vais déclarer le pointeur pt et dans la boucle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, donc comme vous le savez, dans une boucle for, j'ai trois parties. J'ai là l'initialisation, j'ai la condition et j'ai l'incrémentation ou bien la décrémentation. Donc là, dans la partie, ou bien dans la première partie, je vais initialiser le pointeur. Donc je vais mettre pt reçoit t, ou bien pt reçoit l'adresse de t de 0. C'est-à-dire que je vais initialiser le pointeur à l'adresse de la première case du tableau. Et pour la condition, donc là je vais incrémenter le pointeur tant que pt, le pointeur, est inférieur à l'adresse de t de n, pardon, tant que je ne suis pas arrivé à la fin du tableau. D'accord? Donc là, les trois parties de la boucle, l'initialisation du pointeur à la case ou bien à l'adresse de la première case du tableau avec pt reçoit t. Pour la condition, je vais mettre pt inférieur à t plus n, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à l'adresse de la dernière case du tableau. Je vais faire quoi? Je vais incrémenter le pointeur pt plus plus. Et là, dans la boucle, je vais demander une valeur et je vais la mettre directement dans le pointeur pt, dans l'adresse pt. D'accord? Et puis dans l'affichage, là aussi, je vais faire la déclaration du pointeur et dans la boucle, je vais avoir les mêmes éléments. Je vais faire l'initialisation du pointeur et puis la condition sur le pointeur du moment que pt n'est pas arrivé à la fin du tableau. Donc t plus n représente l'adresse de la dernière case du tableau. Et puis pt, je vais l'incrémenter. Et là, je vais afficher la valeur sur laquelle pointe le pointeur pt. D'accord? Donc là, je vous ai montré deux façons
pour lire et pour afficher les éléments du tableau. La première façon, c'est utiliser l'indice i qui va être inclus avec le pointeur, donc pt plus i, c'est le i qui s'incrémente. Et dans la deuxième écriture, c'est le pointeur qui s'incrémente. Ok, je ne vais pas utiliser le i, mais je vais utiliser le pointeur qui est au début initialisé à l'adresse de la première case du tableau. Ça c'est t de 0. Et puis t plus n représente l'adresse de t de n. C'est la dernière case du tableau. Et tant que je ne suis pas arrivé à la dernière case, je vais incrémenter pt. Et là, dans scanf, je vais mettre pt tout court. C'est pour représenter l'adresse mémoire. Et si je souhaite accéder à la valeur, je vais précéder pt par un étoile. D'accord? Donc, cette partie peut paraître pour quelques-uns pas très claire, mais ce que je vais vous demander, c'est de reprendre cet exercice à la maison. C'est-à-dire, vous allez essayer de l'implémenter, vous allez taper le code sur vos machines et voir comment ça se passe au niveau de l'exécution. D'accord? Donc, pour récapituler, donc ici, la boucle for comprend trois parties. Il y a la partie de l'initialisation, dans laquelle j'initialise le pointeur pt à l'adresse de la première case du tableau. Cette écriture est équivalente à pt égale à l'adresse de t de 0. Et puis pt, tant que l'adresse de pt n'est pas arrivée à la fin du tableau, c'est-à-dire elle est inférieure à t plus n, donc t plus n représente l'adresse de la nème position du tableau. Et puis pt plus plus. Tant que je ne suis pas arrivé à la nème position du tableau, je vais demander une valeur et je vais la lire et la mettre dans pt. D'accord? Et là, pour faire l'affichage, je vais précéder pt par un étoile. D'accord? Alors, est-ce que ça marche? D'accord. Donc, nous allons achever avec la deuxième partie qui concerne les matrices. Donc, nous avons vu les vecteurs, les tableaux à une seule dimension. Maintenant, nous allons voir les matrices, c'est-à-dire les tableaux à deux dimensions. Alors, supposons que j'ai une matrice A de type int. Donc, int A, m, n. Donc, la matrice A contient m lignes et n colonnes. D'accord? Donc, la matrice A contient m lignes et n colonnes. Et puis, j'ai un pointeur p sur des entiers. Int étoile p. Donc là, l'objectif, c'est de créer une liaison entre le pointeur p et la matrice A. Alors là, je vais initialiser quoi? Je vais initialiser le pointeur p à l'adresse de la première case de la matrice. Et pour le faire, je vais utiliser l'instruction suivante. Je vais mettre p égale à a de 0. Ou bien, donc je peux soit écrire cette écriture-là, cette instruction, ou bien je peux écrire p égale à l'adresse de a 0, 0. Donc cette écriture, elle aussi, veut dire que je vais initialiser le pointeur p à l'adresse de la première case de la matrice, c'est-à-dire la position 0, 0. D'accord? Donc, soit vous utilisez cette écriture, c'est une écriture simple et facile à faire, ou bien cette écriture-là. Les deux instructions veulent dire la même chose. D'accord? Alors là aussi, nous allons voir les équivalences. Donc, lorsqu'on fait P, donc P va pointer sur l'adresse de A00. Donc, P représente une adresse mémoire. Et lorsqu'on précède le P par un étoile, dans ce cas-là, on accède à la valeur de la première case de la matrice, c'est-à-dire A00. Si on fait P plus 1, donc P plus 1 va contenir l'adresse mémoire de la position A01. Et si on fait étoile, ou bien P plus 1 précédé par un étoile, dans ce cas-là, on accède à la position, ou bien à la valeur de A01, c'est-à-dire la première ligne, la deuxième colonne. Si on fait P plus N, dans ce cas-là, on va pointer sur la deuxième ligne et la première colonne, c'est-à-dire la position A1, 0. Si on précède P plus N par un étoile, cela veut dire qu'on va accéder à la valeur qui se trouve dans A1, 0. D'accord? Donc N, ça veut dire qu'on a terminé avec la première ligne et on va passer à la deuxième ligne. Si on fait P plus N plus 1,
dans ce cas-là, on va accéder à la position de A0, pardon, A1, 1, c'est-à-dire la deuxième ligne et la deuxième colonne. Et si on précède l'instruction par une étoile, là on accède à la valeur qui se trouve dans A1, 1. Maintenant, ce que je vous demande de retenir, c'est le cas général. D'accord? Donc, dans le cas général, ou bien cette instruction, je vous demande de la retenir. Voilà, il y a P plus I multiplié par N plus J. Donc, cette instruction veut dire quoi? Veut dire que je vais accéder à l'adresse mémoire de la position A, I, J. D'accord? Là, j'ai le I, là, j'ai le J et là, j'ai le N. Donc, P plus I multiplié par N plus J permet d'accéder à l'adresse de A et J. Et si je précède cette instruction par une étoile, c'est-à-dire P plus I multiplié par N plus J, le tout précédé par une étoile, cela veut dire que je vais accéder à la valeur qui se trouve dans A et J. D'accord? Donc pour le I, bien sûr, représente le nombre de lignes qui varie entre 0 et M-1, et J représente le nombre de colonnes qui varie, ou bien l'indice de la colonne qui varie entre 0 et N-1. D'accord? Donc là, je vous demande de retenir l'instruction suivante. P plus I multiplié par N plus J qui représente la position IJ dans la matrice A. D'accord? Donc là, je vais vous donner un exemple. Donc, supposons que je souhaite accéder à l'indice de la case qui se trouve dans la ligne 1 et la colonne 2. Voilà, j'ai une matrice qui comprend 3 lignes, voilà, 0, 1, 2, et 4 colonnes, 0, 1, 2 et 3. Supposons que je souhaite accéder à la ligne 1 et à la colonne 2. Donc là, je vais retrouver l'indice de cette position. Alors, pour retrouver cet indice-là, je peux utiliser la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est la relation P plus I multiplié par N plus J. Et je vais remplacer chacune des variables par son équivalent. Alors, P va rester le même, plus I, donc I, la ligne I, c'est 1, multiplié par N, N représente le nombre de colonnes, c'est 4, ok, plus J, J c'est 2, c'est le numéro de la colonne. Donc là, si je vais chercher le résultat, donc là, j'ai 1 multiplié par 4, ça donne 4. 4 plus 2, ça donne 6. Donc c'est comme si je fais P plus 6. Donc l'indice de cette position, c'est 6. Donc là, je peux retrouver cette position avec le traitement suivant. Ça, c'est la première position de la matrice. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc pourquoi je vous ai donné cette instruction? Parce que pour un compilateur, il n'a pas la vision humaine, c'est-à-dire notre vision. Pour nous, lorsqu'on fait A et J, par exemple A 1, 2, on va accéder directement à cette position. Par contre, avec un compilateur, il ne connaît pas la ligne I et la colonne J. Mais il va remplacer les valeurs de I et J dans cette instruction et il va accéder à l'indice immédiatement ou bien directement. C'est-à-dire il va faire P plus un indice. Il va remplacer le I, N et J par leur équivalent pour avoir l'indice correspondant et il va accéder à cette position directement. D'accord? Donc, je vous ai donné cette instruction juste pour vous montrer comment le compilateur fonctionne. Il ne fonctionne pas de la même manière que les êtres humains. Pour nous, on doit préciser la ligne et la colonne pour accéder à une position. Mais pour le compilateur, il a tous les éléments du tableau comme une continuité. Regardez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. C'est une continuité pour lui. Il n'a pas ligne I et colonne J. Donc pour lui, il va récupérer la position I et J, il va faire les calculs nécessaires pour accéder à l'indice de cette position dans le tableau ou bien dans la matrice. D'accord? Par exemple, si on souhaite accéder à l'indice de cette position, il suffit tout simplement de remplacer les indices de la ligne et de la colonne dans l'instruction. Et ça va donner combien? Donc I est égal à 2,
ok, n est toujours égal à 4, donc 2 multiplié par 4, ça donne 8, et puis je vais ajouter 3. Donc 8 plus 3, ça donne combien? Ça donne 11, n'est-ce pas? Donc je vais continuer, donc 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc c'est comme ça que le compilateur fonctionne. Il remplace la valeur de i et de j dans l'instruction, et il va récupérer l'indice, et il va accéder directement à cette position. Donc il fonctionne de manière un peu différente que l'être humain. Alors voilà un exemple ici, dans lequel je vais vous montrer comment on fait les traitements avec les matrices. Donc là j'ai les déclarations, les bibliothèques, et puis je vais déclarer les dimensions de la matrice. J'ai le m, le nombre de lignes, et n, le nombre de colonnes, et puis les indices i et j, du moment que je vais avoir les lignes et les colonnes. Donc pour les parcourir, je vais avoir besoin de 2 boucles, d'accord? Et puis je vais demander à l'utilisateur de me donner le nombre de lignes. Je vais la mettre dans l'adresse de m, et puis le nombre de colonnes, je vais le mettre dans l'adresse de n, et puis je vais allouer la mémoire pour la matrice, donc à mn. Ça marche? Ensuite, je vais essayer de lire ou bien de faire le remplissage de la matrice avec les valeurs correspondantes. Donc comme vous le savez, du moment que j'ai une matrice, j'ai des lignes et j'ai des colonnes, je vais avoir besoin de 2 boucles. Voilà la boucle de i qui varie entre 0 jusqu'à m-1, et la boucle de j qui va me permettre de parcourir les colonnes, c'est-à-dire elle va varier entre 0 et n-1. Alors, après avoir utilisé les 2 boucles, je vais maintenant demander à l'utilisateur de montrer ou bien de me donner les valeurs que je vais mettre dans chacune des positions de ma matrice. Et je vais bien sûr les mettre dans l'adresse de A, I, J. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc là, c'est pour remplir la matrice avec les différentes valeurs saisies par l'utilisateur. Alors maintenant, je vais essayer d'utiliser l'instruction de tout à l'heure, c'est-à-dire l'instruction de P plus I multiplié par N plus J. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je vais faire A plus I multiplié par N plus J. D'accord? Et je vais précéder le A par int étoile. Alors je vais reprendre. Donc là, cette écriture, vous la connaissez tous. C'est une écriture simple. C'est pour accéder à la position I et J de la matrice et mettre la valeur saisie par l'utilisateur. Maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser l'instruction que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire P plus I multiplié par N plus J. Alors là, regardez, vous avez la même syntaxe. Vous avez ici le A plus I multiplié par N plus J. Mais la seule différence, c'est ici, au niveau du A. Parce que le A, comme vous le savez, c'est une matrice d'entier. Regardez, c'est int. C'est pas un pointeur, n'est-ce pas? C'est un entier. Donc là, pour pouvoir appliquer cette règle, il faut que le premier élément de l'instruction soit un pointeur. Alors, pour qu'une variable soit de type pointeur, donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un cast sur A. C'est-à-dire, j'ai forcé la variable A qui est de type int, je l'ai forcé à devenir un pointeur sur un entier. C'est comme si je force une variable à changer de type. D'accord? Donc là, je vais vous donner des exemples. Donc le cast ne s'applique pas uniquement sur les matrices, mais il peut s'appliquer aussi sur les variables ordinaires. Par exemple, je vais mettre ici int, ok, int a, qui est égal à 3, et puis j'ai ici short, ok, b, ok, et je vais mettre ici une chose, je vais mettre égal short A. Donc comme vous le savez, pour le A c'est un entier, n'est-ce pas? J'ai fait quoi? Et pour le B c'est un short, donc celui-là est codé sur 4 octets et celui-là est codé sur 2. Donc j'ai essayé d'affecter la valeur de A à B, mais A c'est un entier et B c'est un short.
Donc, pour affecter une valeur, ou bien le contenu d'une variable à une autre variable, il faut qu'il soit du même type. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle un cast. Je fais les parenthèses, et entre deux parenthèses, je vais mettre le type de destination. C'est-à-dire, je veux convertir l'entier A vers un short, et puis prendre sa valeur et l'affecter à B. D'accord? Donc le cast, c'est une opération très utilisée en programmation, et son objectif, c'est forcer une variable à changer de type. Donc cast, ça veut dire forcer. Quand je vais la forcer à changer de type. C'est pas je vais la forcer à changer de type. Donc la variable A est de type int, je vais la forcer à devenir une variable de type short avec le cast. Je vais précéder le nom de la variable par le type de destination. D'accord? Donc, elle est une instruction. Il y a une autre écriture. Donc, il y a la remarque que je veux vous donner, c'est que un entier est codé sur combien d'octets? Il est codé sur 4 octets. Et pour un short, il est codé sur combien? Sur 2 octets, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a ici un petit problème. C'est que l'entier A est codé sur 4 octets. Si je fais la conversion de l'entier A vers un short, يعني من 4 à 2, il y a un risque de perte d'information. يعني إلا كان عندي داك les 4 octets de l'entier A sont occupés ou bien contiennent de l'information, lorsque je fais le cast avec short, donc avec l'entier A va devenir uniquement sur 2 octets. Ou avec les informations qui se trouvent dans l'octet numéro 3 et 4 vont être perdues. D'accord? Donc, dans le cast, il est conseillé de passer d'un petit type vers un type plus grand. Alors, dans le cast, il est conseillé de passer d'un petit type, c'est-à-dire de passer de 2 octets vers 4 octets. Je ne vais pas perdre des informations. Par contre, si je fais le passage d'un type plus grand vers un type plus petit, je risque de perdre des informations. Alors là, c'est une parenthèse. Je vais, Inch'Allah, après mon retour, je vais vous expliquer encore plus cette notion. Donc l'idée, c'est que il y a la notion, c'est-à-dire en programmation, il y a une notion qui s'appelle le cast. Son objectif, c'est quoi? C'est forcer une variable à changer de type. Pour changer le type d'une variable, il faut faire attention. Il faut passer toujours, il faut essayer, faire de son mieux pour passer d'un type plus petit vers un type plus grand. Parce que si on fait l'inverse, d'un type plus grand vers un type plus petit, on risque de perdre des informations. D'accord? Alors là, revenons à notre exemple. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le A c'est un entier simple. Ok? Donc pour pouvoir appliquer cette règle de P plus I multiplié par N plus J, il faut que le premier élément soit un pointeur. Donc pour qu'il soit de type pointeur, je dois appliquer un cast sur le A pour qu'il devienne de type pointeur. Et bien sûr, le type de destination, c'est int étoile. D'accord? Parce que le P est de type, ma matrice est de type int. Donc là, je vais mettre int étoile. Donc là, nous allons passer pour voir la deuxième opération, c'est l'opération d'affichage. Donc là, nous avons fait le remplissage de la matrice et maintenant nous allons voir comment afficher le contenu de la matrice. Donc, comme vous le savez, bien sûr, nous allons utiliser deux boucles, la boucle de I et celle de J. D'accord? Et puis, pour afficher les différentes valeurs des différentes cases de la matrice, nous allons faire A de IJ. Là, nous avons fait l'adresse de IJ pour lire les valeurs. Et là, pour les afficher, on a fait A de IJ. D'accord? Donc, et là aussi, si on souhaite accéder à la valeur, donc on va précéder le contenu kamel, tout ce contenu, nous allons le précéder par un étoile. Donc, comme je vous l'ai montré ici, donc lorsqu'on fait P plus I multiplié par N plus J,
on va accéder à l'adresse mémoire. Et lorsqu'on précède le tout par un étoile, là on accède à la valeur. D'accord? Alors la valeur, on va l'avoir en précédant cette instruction-là par un étoile. Donc on va garder celle-là et la précéder par un étoile. D'accord? Alors là, je vais vous montrer comment réécrire ces deux parties, c'est-à-dire la lecture ainsi que l'affichage en utilisant les pointeurs. Donc voilà la partie que nous avons vue tout à l'heure, voilà les deux boucles, et voilà la lecture des différentes valeurs et les mettre dans A plus I multiplié par N plus J, après avoir fait le cast. Et voilà ici pour l'affichage, on va précéder l'instruction en totalité par un étoile pour accéder à la valeur. Maintenant, si on souhaite utiliser un pointeur, c'est-à-dire de manière explicite, ce qu'on va faire, c'est déclarer un pointeur PT sur un entier du moment que la matrice contient des entiers, et nous allons l'initialiser à l'adresse de la première case de la matrice, avec l'adresse de A00. Ou bien on peut faire tout simplement PT égale à A de 0. Voilà, donc là nous avons déclaré le pointeur et nous l'avons initialisé à l'adresse de la première case de la matrice. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle? Nous allons mettre PT plus I multiplié par N plus J. C'est ça l'instruction que nous avons vue tout à l'heure. D'accord? Donc tout à l'heure, nous n'avons pas le pointeur, donc nous avons utilisé le A et nous avons appliqué un cast dessus. Mais cette fois-ci, du moment qu'on a déclaré le pointeur PT, donc nous pouvons l'utiliser immédiatement avec l'instruction PT plus I multiplié par N plus J. Ça marche? Et de la même manière pour l'affichage, il suffit de précéder l'instruction par un étoile. Lorsqu'on précède le pointeur par un étoile, cela veut dire qu'on va accéder à la valeur. D'accord? Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc dans cette partie du cours, il faut faire des tests sur la machine pour mieux comprendre comment ça se fait au niveau de l'exécution. D'accord? Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait la déclaration du pointeur, je l'ai initialisé, et puis lorsque je souhaite lire les différentes valeurs, j'ai fait l'instruction PT plus I multiplié par N plus J. C'est l'instruction que je vous ai demandé de retenir. Et là, pour l'affichage, il suffit de précéder l'instruction par un étoile, et comme ça, vous allez obtenir la valeur qui se trouve dans la position IJ de la matrice. On va achever avec la dernière partie, ok? C'est l'allocation dynamique de la mémoire. Je vais être bref, je vais vous donner l'essentiel. D'accord? Donc, je vais vous donner deux notions. Donc, du moment qu'il y a la notion de l'allocation dynamique, donc par défaut, vous allez dire qu'il y a une allocation statique, n'est-ce pas? Du moment qu'il y a dynamique, donc il y a une allocation statique. C'est juste, donc c'est une question qui est tout à fait légitime et c'est bien. Donc pour l'allocation statique, c'est l'allocation que vous connaissez tous. C'est-à-dire, lorsqu'on fait par exemple, pour allouer la mémoire à un tableau, on fait int t de 50. On va lui donner une taille n par exemple, qui est égale à 50. Donc lorsqu'on fait int t de 50, là on va allouer la mémoire pour un tableau et cette allocation est statique. Yani, elle ne change pas, elle est statique, elle est fixe. C'est-à-dire, nous allons allouer 50 cases pour un tableau d'entier. D'accord? Ça, c'est une allocation statique. D'abord, nous allons voir comment faire une allocation dynamique, c'est-à-dire nous allons allouer l'espace mémoire pour un tableau ou bien pour une variable de manière dynamique, c'est-à-dire on pourra changer et modifier cette taille ou bien cet espace qu'on a déjà alloué. D'accord? Donc là, c'est une allocation statique et nous allons voir par la suite comment faire l'allocation dynamique. Et bien sûr, il y a des fonctions spécifiques pour cette tâche. D'accord? Alors, nous allons voir, en fait, il y a 4 fonctions. Il y a 4 fonctions qui nous permettent de faire l'allocation dynamique de la mémoire, ou bien les traitements de la mémoire dynamique. Alors, la première fonction s'appelle malloc. malloc. Donc, M, c'est pour memory. Alloc, c'est pour allocation, c'est-à-dire allouer la mémoire. D'accord? malloc veut dire memory allocation. Alors, cette fonction-là, si vous voulez l'utiliser, vous devez importer la librairie standard stdlib.h. C'est-à-dire, vous allez mettre
dièse include stdlib.h. Ça marche? Donc pour utiliser cette fonction, vous devez importer la bibliothèque stdlib.h. Alors pour la fonction, la fonction malloc, la voilà. Cette fonction demande en entrée le nombre d'octets et elle retourne un pointeur sur un caractère. C'est ça la définition de la fonction. Donc regardons ici le nombre d'octets. Donc là, cette fonction demande combien d'octets je souhaite allouer. Par exemple, je souhaite allouer 10 octets, je vais mettre ici 10. Je souhaite allouer 4 octets, je vais mettre 4. Donc entre parenthèses de malloc, je vais mettre le nombre d'octets que je souhaite allouer. Et pour la valeur de retour, c'est un pointeur sur un caractère. C'est-à-dire, il va me retourner l'adresse du premier octet d'un caractère, ou bien l'adresse d'un caractère. C'est-à-dire l'espace qu'elle a alloué, et il va me retourner l'adresse de son premier octet. Ça marche? Donc malloc, c'est une fonction qui permet d'allouer un espace mémoire, et cette fonction demande en entrée le nombre d'octets que je souhaite allouer, et elle va me retourner un pointeur, c'est-à-dire l'adresse mémoire du premier octet de l'espace qu'elle a alloué. Par exemple, si elle a alloué un espace pour 4 octets, elle va me retourner l'adresse du premier octet. D'accord? Si j'ai alloué un espace pour 100 octets, elle va me retourner l'adresse du premier octet de ces 100 octets. D'accord? Dis-moi que je retourne l'adresse du premier octet. D'accord? Alors, il y a une remarque concernant la valeur de retour. Alors là, pour la valeur de retour par défaut, c'est char étoile. Donc, supposons que je veux allouer la mémoire pour un entier. Alors, si je souhaite allouer la mémoire pour un entier, donc la valeur de retour est de type pointeur sur un entier, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle un cast. Je vais forcer la fonction malloc à changer de type pour qu'elle soit de type pointeur sur un entier. D'accord? Donc, il y a la fonction de cast qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Une variable, un type qui ne nous correspond pas, et on souhaite changer son type, donc on fait un cast. Donc là aussi, on peut faire un cast. Donc je vais vous montrer un exemple, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc dans cet exemple-là, je vais bien sûr importer la bibliothèque stdlib.h du moment que je vais utiliser la fonction malloc. Alors dans le main, je vais avoir la variable i, un entier initialisé à 3, et puis un pointeur p, lui aussi de type int. D'accord? Alors après, je vais pour le pointeur là, donc là j'ai fait la déclaration seulement, maintenant je vais lui allouer la mémoire. Alors p reçoit int étoile et malloc size of int. Donc malloc, il y a la fonction, elle demande en entrée le nombre d'octets. Donc pour le pointeur p, c'est un pointeur sur un entier. Donc là je vais allouer la mémoire pour un entier. Donc là je peux mettre 4 si je le souhaite, ou bien si je ne souhaite pas calculer le nombre d'octets, je peux appeler la fonction sizeOf. C'est une fonction déjà prédéfinie en C et qui permet de retourner la taille d'un type. Donc en entrée, elle demande un type primitif que vous connaissez. Un type primitif ou bien un type que vous avez créé. Nous allons voir dans le chapitre suivant les variables de type structure. Ce sont des variables qu'on va créer nous-mêmes. D'accord? Donc là, je vais lui demander de calculer la taille d'un entier et il va l'allouer à la variable p. D'accord? Et là, bien sûr, du moment que p est un pointeur sur un entier, là, je vais faire le cast. C'est-à-dire, je vais précéder malloc par int étoile pour que la valeur de retour ne soit pas de type char étoile, c'est le type par défaut, mais je souhaite que la valeur de retour soit de type int étoile. Ça marche? Donc là, j'ai un entier i égale à 3, un pointeur p sur un entier, et puis là, j'ai fait la déclaration. Maintenant, je vais faire l'allocation de la mémoire pour ce pointeur. Pour faire l'allocation de la mémoire, je vais utiliser la fonction malloc, qui demande en entrée le nombre d'octets que je souhaite allouer. Donc là, on a pris l'habitude de ne pas utiliser des nombres, par exemple 4 ou 10 ou autre, mais d'habitude, on utilise la fonction sizeOf. C'est elle qui est utilisée dans la majorité des cas. On utilise la fonction sizeOf et on va mettre le type. Et elle, donc le compilateur, va se charger de calculer le nombre d'octets pour le type qui se trouve entre parenthèses.
D'accord? Donc, je vais allouer la taille d'un entier pour la variable p. Et du moment que le p est un pointeur sur un entier, dans ce cas-là, je vais faire un cast pour qu'il soit de type int étoile, un pointeur sur un entier. Alors ça, c'est la première fonction. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième fonction. Alors, la deuxième fonction s'appelle calloc. Donc, calloc, donc C veut dire contiguous, c'est-à-dire contigu, l'un à côté de l'autre. Contiguous, et puis alloc, ça veut dire allocation. C'est-à-dire la fonction permet d'allouer la mémoire pour plusieurs variables, mais qui sont contiguës, l'un à côté de l'autre. Et celui-là représente les tableaux. Donc là, avec calloc, nous pouvons allouer la mémoire pour des variables de type tableau ou bien matrice. D'accord? Parce que c'est cette variable qui nous permet de créer des espaces contigus, l'un à côté de l'autre. Alors pour la fonction calloc, cette fonction demande deux paramètres en entrée. D'abord, c'est le nombre de blocs et le deuxième, c'est la taille de chaque bloc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tableau. Je vais lui donner, par exemple, je veux allouer la mémoire pour 5 éléments de type int. Donc je vais mettre ici 5, c'est le nombre d'éléments. Et la taille, c'est la taille size of int, c'est la taille d'un entier. D'accord? Donc là, je vais mettre le nombre d'éléments, bien le nombre de blocs, bien le nombre d'éléments que j'ai dans le tableau. Et la deuxième partie va contenir la taille de chaque élément. Et lui, pour calculer ou bien pour faire les traitements, il va prendre le nombre de blocs multiplié par la taille pour avoir le nombre total d'espace qu'il va allouer. D'accord? Et là aussi, regardez, pour la valeur de retour de calloc, elle retourne une variable, un pointeur sur un void. Donc là aussi, si on souhaite créer, bien allouer la mémoire pour un type différent, on va faire le cast aussi. Donc là, nous allons voir un exemple. Donc supposons qu'on souhaite allouer la mémoire pour un tableau à une seule dimension et ce tableau contient 5 doubles. D'accord? 5 doubles. Donc nous allons procéder comme suit. Nous allons d'abord déclarer un pointeur sur un double, un pointeur PTR. Ensuite, nous allons lui allouer la mémoire avec soit la fonction calloc ou bien avec malloc. Alors avec calloc, regardez ce qu'on va faire. Donc on va faire PTR reçoit double étoile, ça c'est le cast, et puis calloc, et entre parenthèses nous allons mettre 5, size of double. Donc regardez ici pour calloc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça c'est le nombre de blocs, et ça c'est la taille. Donc voilà, le nombre de blocs c'est 5, ça c'est la taille du tableau, et puis la taille de chaque bloc c'est size of double. Donc ce n'est pas la peine de chercher quelle est la taille d'un double. Donc il suffit de mettre size of double et le compilateur va rechercher le nombre d'octets qu'il va réserver à chacun des doubles. D'accord? Et puis voilà, calloc. Et je vais précéder le tout par un double étoile, un cast, parce que calloc retourne une variable de type void étoile. Et pour moi, le type souhaité, c'est quoi? C'est double étoile. C'est un pointeur sur un double. C'est pour cette raison que je vais faire un cast ici. D'accord? Ça c'est pour faire l'allocation de la mémoire avec calloc. Et je peux aussi utiliser la fonction malloc. D'accord? Même si avec les tableaux, je peux traiter avec malloc. Donc avec malloc, je vais faire quoi? Je vais avoir un seul bloc, c'est-à-dire un seul paramètre. Et dans ce paramètre, je vais mettre le produit de 5 par size of double. C'est-à-dire parce que le malloc, comme vous l'avez déjà vu, elle demande le nombre d'octets total que je souhaite allouer. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit. Je vais faire 5 multiplié par size of double et je vais appeler la fonction malloc. Et puis, bien sûr, malloc retourne une variable de type pointeur sur un caractère. Et là, du moment que je souhaite traiter des pointeurs sur des doubles, donc je vais faire un cast aussi. D'accord? Donc là aussi, pour allouer la mémoire pour un tableau, je peux utiliser l'une de ces deux écritures. Je peux utiliser calloc avec deux paramètres ou bien la fonction malloc avec un seul paramètre. Les deux fonctions marchent parfaitement. C'est-à-dire je peux
utiliser soit calloc ou bien emalloc, c'est la même chose. Et finalement, bien sûr, pour faire l'affichage des éléments du tableau, je peux mettre PTR plus I, le tout précédé par un étoile. D'accord? Donc, comme vous le savez, lorsqu'on précède le pointeur par un étoile, on accède à la valeur. Et pour l'affichage, ça va me donner des zéros parce que mon tableau est vide. Du moment que je n'ai pas fait scanf, je ne l'ai pas rempli, donc le compilateur a donné des valeurs 0 par défaut aux différentes cases de mon tableau. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair pour cette partie? Alors, est-ce que c'est clair? Alors, une question, pourquoi on a fait le cast ici? D'accord? Donc, comme vous le savez, pour calloc, quelle est la valeur de retour de calloc? Donc, calloc retourne une valeur de type pointeur sur un void, n'est-ce pas? Et pour emalloc, quelle est la valeur de retour par défaut? De type pointeur sur un caractère. D'accord? Donc, on a les valeurs de retour. Ils sont différents de type double. Parce que PTR, regardez, c'est à la variable PTR qu'on va allouer la mémoire. Et la valeur de retour, c'est-à-dire de l'espace créé, doit être du même type que le pointeur. Donc, calloc retourne une variable de type pointeur sur un void. Hadi, elle demande un pointeur sur un double, donc je dois faire le cast. Parce que c'est comme si je fais l'affectation d'une variable de type char sur un double. Donc ce n'est pas possible. Je ne peux pas affecter une variable par exemple d'un autre type à une variable de type différent. Donc les affectations doivent être du même type, c'est-à-dire affecter un entier à un entier, un double à un double, un flottant à un flottant. Si je fais l'affectation d'un flottant vers un double, donc je dois faire le cast. D'accord? Donc le cast est nécessaire. Je ne peux pas mettre dans une variable de type double une valeur de type char étoile. Je ne peux pas le faire. Les deux variables doivent être du même type. C'est pour cette raison le cast est obligatoire. Parce que head.ptr contient l'adresse mémoire d'un double. Donc il doit être de type double. D'accord? Alors est-ce que j'ai répondu à ta question? Comment on peut allouer la mémoire pour une matrice? Voilà, donc voilà pour l'allocation de la matrice, vous allez le voir dans le TP, ok? Ne vous inquiétez pas. Donc dans la série de TP, vous allez voir comment on peut allouer la mémoire pour une matrice. Si par exemple pointeur est de type char. Voilà, donc supposons que j'ai le pointeur de type char. Donc si j'utilise emalloc, je ne vais pas faire le cast. Alors supposons que je vais PTR est de type char. Char étoile PTR. Et je fais l'allocation de la mémoire avec emalloc. Donc là, je ne vais pas faire le cast. Je vais enlever cette partie. D'accord? Je vais avoir emalloc, etc. Par contre, si j'ai la valeur de retour différente du type du pointeur, dans ce cas-là, je suis obligée de mettre le cast. D'accord? Alors pour la question de l'allocation de la mémoire pour une matrice, vous allez le voir dans le TP. D'accord? Donc là, vous allez utiliser des tableaux, des boucles pour allouer la mémoire pour les lignes et pour les colonnes. Alors, nous allons poursuivre. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu deux fonctions. Il y a la fonction emalloc qui demande un seul paramètre en entrée et la fonction calloc qui demande deux paramètres en entrée et qui est plutôt adapté pour traiter les tableaux. D'accord? Alors, la troisième fonction, c'est la fonction realloc. Realloc veut dire reallocation, c'est-à-dire je vais changer l'espace mémoire que j'ai déjà alloué à l'avance. Par exemple, j'ai alloué la mémoire pour un tableau de 5 éléments. Après, je souhaite allouer l'espace mémoire pour 10 éléments. Je veux agrandir ou bien réduire la taille de l'espace que j'ai déjà alloué. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction realloc, c'est-à-dire changer l'espace mémoire que j'ai déjà alloué soit avec emalloc, soit avec calloc ou bien avec realloc. نقدر changer l'espace plusieurs fois. Je peux d'abord
augmenter, je peux réduire, etc. Donc la fonction realloc peut s'appliquer sur un espace qui a été déjà traité soit par malloc, calloc ou bien realloc. Alors regardez ici la fonction realloc. Cette fonction demande en paramètre d'entrée deux éléments. Il y a d'abord l'ancien bloc, c'est-à-dire quel est l'espace mémoire ancien, et puis le deuxième paramètre c'est la nouvelle taille que je souhaite allouer. Par exemple, j'ai un pointeur PT, je vais lui donner 10 cases ou bien 10 octets. Donc là je vais mettre PT, virgule, 10. C'est ça la nouvelle taille. D'accord? Alors regardez ici, si par exemple l'ancien bloc est égal à 0. Donc si l'ancien bloc est égal à 0, dans ce cas-là, realloc est équivalente à malloc. C'est-à-dire que je vais allouer la mémoire pour un nouvel espace. D'accord? Par contre, si la nouvelle taille est égale à 0, c'est comme si je lui dis que ce pointeur va être égal à 0. C'est-à-dire que je vais libérer cet espace mémoire. Alors je vais reprendre. Donc la fonction realloc permet de réallouer un espace mémoire que j'ai déjà alloué avec soit malloc, calloc ou bien realloc. D'accord? Alors cette fonction realloc demande en entrée deux paramètres. Le premier c'est l'ancien bloc, c'est-à-dire quel est le pointeur auquel je souhaite changer l'espace mémoire. Et le deuxième paramètre c'est quelle est la nouvelle taille que je souhaite allouer à cet espace, à ce pointeur-là. D'accord? Alors là, il y a des cas particuliers. Par exemple, si l'ancien bloc est égal à 0, j'avais pas un espace avant. Je viens de créer un nouvel espace. Donc si j'ai 0, là, c'est comme si je fais malloc nouvelle taille. C'est-à-dire je vais allouer un nouvel espace pour une nouvelle variable. D'accord? Ensuite, si par exemple, j'ai ici un ancien bloc, et là, dans la nouvelle taille, j'ai 0. C'est comme si je lui dis, voilà, dès que l'espace que vous avez déjà, vous le mettez à 0. Vous allez libérer l'espace mémoire. Donc, c'est comme si vous faites free l'ancien bloc. Free, bien sûr, c'est une fonction qu'on va voir tout de suite. Et c'est une fonction qui permet de libérer l'espace mémoire. D'accord? Donc là, nous allons voir comment on peut utiliser la fonction realloc. Donc regardez ici, c'est l'écriture que vous allez utiliser tous, mais je vais vous montrer qu'elle pose certains problèmes. Donc regardez ici, j'ai PTR, ça c'est le pointeur, et là j'ai realloc, et là j'ai deux paramètres. Voilà le pointeur auquel je souhaite changer la taille, et voilà new size, c'est-à-dire la nouvelle taille que je souhaite allouer à ce pointeur. D'accord? Donc est-ce que l'écriture est claire? Donc Naya, je lui dis quoi? Je lui dis que le pointeur, par exemple, qui contient 5 octets, je veux que vous lui donnez une nouvelle taille, par exemple 10, 100, 2, 3. C'est-à-dire je vais changer la taille de ce pointeur. Et puis je vais affecter le résultat à PTR, c'est-à-dire au même pointeur. Donc Naya, il y a le petit problème, c'est que si la fonction de réallocation n'arrive pas à changer la taille mémoire de ce pointeur, c'est-à-dire par exemple si je souhaite allouer un espace mémoire de 1 million d'octets pour ce pointeur, mais sur ma machine cet espace là n'est pas disponible, d'accord, j'ai une limite au niveau de l'espace mémoire sur ma machine. Alors dans ce cas là, la fonction de realloc va échouer, c'est-à-dire elle ne va pas faire la réallocation, et de cette manière elle va retourner nulle. C'est-à-dire, même avec l'espace que j'avais à l'avance, je vais le perdre. Alors, je reprends. Alors, la fonction realloc, si elle arrive à trouver un espace mémoire suffisant, c'est-à-dire new size, si elle arrive à trouver cet espace demandé sur son disque, elle va l'allouer à ce pointeur. D'abord, dans le cas contraire, supposons que je lui ai demandé un espace très grand, et cet espace-là n'est pas disponible sur ma machine. Alors, comment on va faire la fonction realloc? Donc, si la fonction realloc n'arrive pas à réallouer l'espace mémoire nécessaire, dans ce cas-là, la fonction realloc va retourner nulle. C'est-à-dire, elle va écraser même
avec l'espace mémoire que j'avais à l'avance. Je vais le perdre. Donc, il ne faut pas affecter PTR au résultat, c'est-à-dire le résultat de la réallocation, l'affecter à PTR. Par contre, il est préférable de faire quoi? De faire ce qui suit. Je vais déclarer une variable P, un pointeur temporaire. OK? Et puis, je vais lui affecter le résultat de la réallocation. D'accord? Par exemple, realloc PTR, je vais allouer 10 size de 10 double et je vais la mettre dans P. Et puis, si P est différent de nul, donc c'est comme si vous avez P différent de nul. D'accord? Alors, si P, c'est-à-dire si la réallocation a réussi, si P est différent de nul, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire P en affecter à PTR. C'est-à-dire que je suis sûre que l'allocation de la mémoire a réussi et de cette façon, je peux écraser PTR avec le nouveau contenu. Et là, bien sûr, j'ai fait le cast parce que le PTR est de type double. D'accord? Sinon, par exemple, si la réallocation a échoué, dans ce cas-là, je vais uniquement afficher P, ça veut dire afficher nul. Et je vais garder le contenu de PTR intact. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si par hasard, il y a des fois que certaines opérations ne marchent pas. D'accord? Comme la réallocation. Par exemple, je souhaite réallouer l'espace très grand qui n'est pas disponible sur ma machine. Avec la fonction realloc, si elle n'arrive pas à trouver l'espace nécessaire, elle va retourner nul. Automatiquement, elle va retourner nul. C'est-à-dire, elle va écraser. Et si je fais PTR reçoit realloc PTR new size, donc là, je vais affecter à PTR nul. Et de cette façon, j'aurai perdu l'ancien contenu du PTR, avec le pointeur. C'est pour cette raison, l'affectation directe n'est pas conseillée. Parce qu'en cas d'échec, je vais perdre mes anciennes informations. Il est préférable d'utiliser une variable intermédiaire, la variable P, à laquelle je vais affecter la réallocation de la mémoire. Si cette réallocation a réussi et différente de nul, ça marche. Donc, ce que je vais faire, je vais affecter P à PTR. Sinon, donc, si la réallocation a échoué, je ne vais pas faire l'affectation. D'accord? Voilà un exemple complet. Voilà, j'ai un pointeur PTR initialisé à nul. Et puis, je vais lui allouer la mémoire avec calloc. Donc, je vais allouer la mémoire pour 5 doubles. Et je vais faire ici le cast parce que le PTR est de type pointeur sur un double. Donc, j'ai alloué la mémoire pour 5 doubles au pointeur PTR. Ça marche? Alors, après, j'ai utilisé une boucle. Et puis, j'ai affecté à chacune des cases de mon tableau la valeur de i. C'est-à-dire i, si est égal à 0, c'est-à-dire dans la position 0 du tableau, je vais mettre 0. Dans la position 1, je vais mettre 1. Dans la position 2, je vais mettre 2, etc. Donc là, je fais le remplissage et je fais aussi l'affichage. Avec printf, et je vais précéder le tout par un étoile, ptr plus i. Donc là, si je souhaite faire l'affichage, regardez ici ce que ça va me donner. Ça va me donner PTR plus 0, voilà, PTR plus D égale, et ça va donner 0. PTR plus 1, ça va donner 1, 2, 3, 4. Alors, pour les 0 qui se trouvent ici, c'est parce que les variables sont de type double. Donc, il a ajouté des 0. Si c'était un tableau d'entier, ça va donner uniquement la valeur 1, 2, 3, sans les 0. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alloué la mémoire pour un tableau de 5 doubles. Je l'ai rempli par les valeurs de ces indices, 0, 1, 2, 3, 4, et je les ai affichés. Ça marche, ça c'est la première partie de l'exemple. Alors pour la deuxième partie, voilà, j'ai un nouveau tableau. Et là, je vais déclarer un pointeur P, un pointeur sur un double que je vais initialiser à nul. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais allouer ou bien réallouer la mémoire pour mon pointeur. Je vais utiliser realloc. Et là, tout à l'heure, j'avais alloué l'espace pour 5 doubles. Et là, je vais allouer la mémoire pour 10 doubles. C'est-à-dire je vais agrandir la taille de mon tableau. Donc, voilà le tableau que je souhaite, auquel je souhaite agrandir la taille, c'est PTR.
Et voilà la nouvelle taille, c'est 10 fois size of double. Donc le tableau va rester toujours un tableau de double, mais au lieu de 5, il va contenir cette fois-ci, il va contenir 10 doubles. Alors après la réallocation, donc bien sûr je vais faire le cast et je vais affecter le résultat à la variable P. Donc je ne vais pas l'affecter à PTR parce que s'il y a un problème de la réallocation, je risque de perdre les données de PTR. Donc là, je fais l'affectation à P. Donc même si vous n'avez pas différent de nul, donc implicitement vous avez différent de nul. Alors ça c'est différent de nul. Donc si P ou bien si la réallocation a réussi, ça veut dire que P est différent de nul. Dans ce cas-là, je vais affecter P à PTR. Le nouvel espace, je vais l'affecter à PTR. D'accord? Et après, je vais utiliser la boucle for de i et je vais afficher le contenu de mon tableau. Sinon, donc si la réallocation a échoué, dans ce cas-là, je vais afficher nul, c'est-à-dire P, c'est-à-dire nul, ou bien 0. Alors là, voilà l'affichage du nouveau tableau. Donc regardez pour ces valeurs, il va prendre les valeurs de l'ancien tableau, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 et 4. Et pour le reste des éléments, il va donner des zéros. Parce que j'ai rempli uniquement les 5 premières cases, mais les 5 restantes sont toujours vides. C'est-à-dire ils vont contenir la valeur 0. D'accord? Est-ce que ça marche? Donc là, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a alloué la mémoire pour un tableau de 5 éléments. Je l'ai rempli. Et puis, j'ai changé la taille de mon tableau. D'accord? Et j'ai affecté la nouvelle taille à une variable P. Une fois, je suis sûre que P est différent de nul. Après, j'ai affecté P à PTR. Et puis, j'ai affiché son contenu. Donc là, on remarque que les 5 premiers éléments du tableau sont restés. Ils sont restés dans le tableau. Et j'ai ajouté 5 autres qui sont initialisés à 0. Alors là, ce qui nous reste, c'est la fonction free. Donc la fonction free, c'est une fonction qui permet de libérer la mémoire. Donc après avoir fait les traitements et tout sur le pointeur. Et si on n'a plus besoin de cette variable, on peut la libérer avec free. Donc on fait free avec le nom du pointeur. Et bien sûr, free, elle aussi, se trouve dans la bibliothèque stdlib.h. Donc les 4 fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant se trouvent tous dans la bibliothèque stdlib.h. Donc il faut l'importer pour pouvoir utiliser ces fonctions. Alors voilà un exemple, ou bien un dernier exemple, dans lequel je vais utiliser un tableau de shorts. Donc regardez ici, j'ai un pointeur PT sur un short. J'ai la taille n et i de type int. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de montrer la taille du tableau n et je vais la lire avec l'adresse de n. Après, je vais allouer la mémoire à mon tableau avec emalloc ou bien calloc, c'est comme vous voulez. Donc si vous utilisez emalloc, vous allez mettre un seul paramètre, c'est-à-dire n fois size of shorts, c'est le nombre total des octets que je souhaite allouer. Et puis je vais faire un cast du moment que emalloc retourne un pointeur sur un caractère et pt est de type shorts, donc je vais faire le cast pour que les deux variables ou bien la sortie de emalloc et pt soient du même type. Ensuite, il y a le calloc. Donc calloc demande 2 paramètres, il y a la taille, le nombre d'éléments et puis la taille de chaque bloc. Là aussi, bien sûr, je vais faire un cast parce que calloc retourne un pointeur sur un void. Ça marche. Alors là, après emalloc ou bien calloc, je vais faire un test parce que il se peut que emalloc ou bien calloc échoue dans l'allocation de la mémoire si je demande un espace très grand. D'accord? Donc si pt est différent de nul, pardon, est égal à nul, c'est-à-dire parce que si emalloc ou bien calloc ou bien realloc échoue dans l'allocation de la mémoire, les 3 fonctions retournent nul. D'accord? Donc si pt est égal à nul, dans ce cas-là, je vais afficher un message qui dit que la mémoire est indisponible. Je vais faire pause et je vais sortir. Je vais retourner 1. Donc retourner 1, c'est-à-dire la sortie d'erreur. D'accord? Il y a un problème. Sinon, donc si l'allocation de la mémoire s'est bien déroulée,
Maintenant, je peux remplir mon tableau. Donc, je vais utiliser une boucle de i allant de 0 jusqu'à n-1 i++, et je vais lire les valeurs de mon saisies par l'utilisateur et les mettre dans pt plus i. D'accord, ça c'est le pointeur plus i pour accéder à l'adresse. Ensuite, si je souhaite afficher le contenu de mon tableau, donc je vais utiliser une boucle, et pour l'affichage, je précède le pointeur par un étoile. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai lu la taille de mon tableau, j'ai déclaré un pointeur de type short, je lui ai alloué la mémoire soit avec la méthode, bien la fonction malloc ou bien avec calloc. J'ai fait le test sur le pointeur. S'il est égal à nul, cela veut dire que l'allocation a échoué, et dans ce cas-là, je vais sortir. Dans le cas contraire, si l'allocation a réussi, c'est-à-dire pt est différent de nul, dans ce cas-là, je vais remplir mon tableau comme suit et afficher son contenu comme suit. Donc une fois terminé les traitements sur mon tableau, je peux libérer son espace avec la fonction free. Donc je fais free pt et je vais retourner 0. Donc d'habitude, retourner 0, c'est dans le cas favorable, si tout marche bien, et on retourne 1 s'il y a un problème. D'accord? Alors c'est ainsi que prend fin notre chapitre. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.